Bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce webinaire de présentation du label Bas Carbone. Donc merci à tous d'être connectés déjà nombreux, là on a près de 200 personnes déjà en ligne. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur le fonctionnement du webinaire. Donc, comme vous avez pu le constater, vous ne pouvez pas activer vos micros et vos vidéos. C'est normal parce que le webinaire est en mode conférence. Par contre, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, vous avez différentes petites sections. Il y en a une question. Vous pourrez poser vos questions par écrit pendant toute la durée du webinaire. Et on aura 2 moments d'échange, un à peu près au bout de 40 minutes et l'autre à la fin du webinaire, donc au bout d'une heure et demie, pendant lesquelles vos questions seront posées. Donc on a Sarah qui est avec nous, qui va récupérer vos questions et qui les posera aux différents intervenants, donc aux 2 moments prévus. Donc n'hésitez pas en tout cas à bien poser toutes vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent pendant le webinaire. Et bien sûr, donc le support PowerPoint et la vidéo seront ensuite mis en ligne et vous seront envoyés, donc vous pourrez retrouver tous les contenus suite au webinaire. Du coup, avant de commencer également, ce webinaire est le premier d'une série de 5 webinaires de présentation du label Bas Carbone. Donc, celui-ci, c'est celui vraiment le plus général qui va faire vraiment brosser le topo, vraiment les grandes lignes du label. Et ensuite, on va rentrer dans des choses un peu plus spécifiques. Donc, les 2 prochains webinaires, ce seront des webinaires un peu plus pratiques, on va dire, donc plutôt destinés aux porteurs de projets spécifiquement, puis aux financeurs. Donc, vraiment expliquer comment je peux faire certifier un projet, comment fonctionne le webinaire pour un porteur de projet, comment est-ce que je peux financer un projet et qu'est-ce qu'implique le financement de projet label Bas Carbone. Donc ça, ce sera les 2 prochains webinaires de jeudi prochain et lundi prochain. Et ensuite, la première semaine de juillet, on aura 2 webinaires dédiés aux premières méthodes qui ont été validées dans le cadre du label, donc les méthodes forestières déposées par le CNPF et les méthodes agricoles, donc la méthode Carbone Agri déposée par l'Institut de l'élevage. Donc le 6 juillet et le 7 juillet, ce seront des webinaires spécifiques, donc sectoriels, pour expliciter les premières méthodes. Et donc ce webinaire-ci, l'objectif c'est vraiment de vous dresser un peu le panorama de ce qu'est le label Bas Carbone. Donc on va commencer aussi par des choses très générales sur les grands objectifs, le contexte historique, pourquoi on en est venu à vouloir créer ce type d'outils en France. Ensuite, une deuxième partie qui sera plus dédiée au fonctionnement général, les grands principes de certification, comment est-ce que ça marche, les grands processus, pour vous donner un peu un aperçu du fonctionnement. Et enfin, on aura un 3e module qui sera peut-être un petit peu plus technique, qui sera plutôt dédié donc au fonctionnement d'une méthode, ou en tout cas l'introduction au fonctionnement d'une méthode, à quoi ça sert une méthode, qu'est-ce qu'il faut avoir dedans, comment ça se construit, et comment est-ce qu'on peut déposer une nouvelle méthode. Donc voilà, ça c'est le déroulé pour aujourd'hui. Et on aura, comme je disais, 2 temps d'échange, un après le module 2, donc après les 2 modules vraiment introductifs, et un ensuite après le module 3. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Et donc avec nous aujourd'hui, les différents intervenants, donc on a tout d'abord Julien Viau, donc qui est chef du bureau marché carbone à la Direction générale de l'énergie et du climat, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire. On a Sarah Cassimi, qui est aussi au ministère de la Transition écologique et solidaire. On a Claudine Fouchereau, de l'Institut de l'économie pour le climat, et moi-même, Julia Grimaud, de l'Institut de l'économie pour le climat. Donc on va vous faire une présentation à plusieurs voix pour essayer d'expliciter un petit peu tout ça et de vous en dire un peu plus sur le label Bas Carbone. Du coup, je vais commencer sans plus attendre. On est de plus en plus nombreux à se connecter avec du coup un petit module d'introduction vraiment au label pour vous rappeler un petit peu le contexte politique, on va dire, dans lequel il s'inscrit en France et puis l'historique. Donc, comme vous le savez, la France s'est dotée d'un objectif climatique qui est l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, la neutralité carbone, c'est quoi? C'est le fait que nos émissions en 2050, donc nos émissions résiduelles, ce qu'on sera toujours obligé d'émettre en 2050, ne dépassent pas, ou en tout cas soient contrebalancées par des absorptions équivalentes, donc par des puits de carbone, qui peuvent être notamment les sols, la biomasse. Et donc, il faut qu'on arrive à ce zéro, on va dire, en 2050, donc que nos émissions résiduelles soient contrebalancées par ces puits. Et pour atteindre cet objectif, la France s'est dotée d'une feuille de route, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui va permettre de conduire cette politique d'atténuation et de décliner tout ce qu'il va falloir faire pendant les prochaines années pour atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. Donc il va falloir décarboner très très largement notre secteur énergétique, réduire notre consommation et aussi par la même occasion, bien évidemment, maintenir, voire augmenter les puits de carbone.
Et donc la question qui se pose dans l'atteinte de cette stratégie nationale, c'est comment est-ce qu'on donne les incitations aux différents secteurs économiques, aux différents acteurs pour effectivement réduire les émissions ou améliorer la séquestration du carbone. Du coup, dans ce cadre-là, les politiques publiques, elles ont plusieurs types d'outils à leur disposition, des outils qui sont bien connus, comme la fiscalité, les subventions, la réglementation. Et il y a aussi un autre outil qui est peut-être un petit peu moins répandu, qu'on a appelé ici rémunération des services rendus ou rémunération du carbone évité et stocké, qui est de se dire, est-ce que la certification carbone, le fait de certifier et de rémunérer des projets qui réduisent les émissions, qui améliorent la séquestration du carbone, peut être un outil incitatif complémentaire dans ce panorama des outils des politiques publiques pour inciter aux réductions d'émissions et à l'amélioration de la séquestration. Et donc spécifiquement dans les secteurs diffus, c'est-à-dire des secteurs qui ne sont pas justement les grosses installations énergétiques ou industrielles, qui sont plutôt des secteurs, voilà, on va avoir une multitude d'installations, une multitude d'acteurs, comme par exemple le bâtiment, le transport, les déchets, l'agriculture ou la forêt. Et on va voir que ce type d'outils nous paraissait particulièrement intéressant pour les secteurs agricoles et forestiers qui justement sont un petit peu moins concernés par les politiques climatiques un peu plus classiques. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que la certification carbone peut être une incitation pour réduire les émissions dans ces secteurs? Et pour vous retracer un petit peu l'historique, tout ça, c'est des questions qu'on s'est spécifiquement posées pour les secteurs agricoles et forestiers dans le cadre de deux enceintes qui sont deux réseaux, en fait, des clubs qu'on anime depuis à peu près une dizaine d'années, que sont le Club Carbone Forêt Bois et le Club Climat Agriculture, qui avaient vocation à se dire, bah voilà, comment est-ce qu'on peut inciter les réductions d'émissions dans le secteur agricole, l'amélioration de la séquestration carbone dans le secteur forêt-bois. Et dans le cadre de ces clubs, tous ces sujets-là ont été discutés. On est arrivé, il y a quelques années, à un certain nombre de constats. Le premier constat, c'était qu'on n'avait finalement pas vraiment de cadre d'outils de certification en France qui permettaient de certifier des projets sur le territoire. Donc on avait des cadres qui existaient à l'international, des labels carbone, etc., mais qui, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas détailler ici, mais ne s'appliquaient pas vraiment en France. Par ailleurs, on avait eu aussi des outils plus réglementaires dans le cadre du protocole de Kyoto, donc comme par exemple le cas des projets domestiques CO2 qui étaient aussi pilotés par le ministère il y a quelques années, mais qui se sont arrêtés en fait à la fin de la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Donc en fait, on n'avait pas vraiment les outils, on va dire, réglementaires, méthodologiques pour certifier correctement des projets carbone en France. Par contre, on voyait qu'on avait un intérêt des entreprises assez important pour financer des projets carbone, pas seulement à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui financent des projets carbone un peu partout dans le monde et qui voulaient, en complément, financer aussi des projets carbone certifiés, mais plus proches de leurs activités, plus proches de leur secteur d'implantation, éventuellement de manière un peu plus cohérente avec leur chaîne de valeur. Du coup, il y avait cet intérêt on va dire des financeurs, en tout cas, qui avait été identifié. Et par ailleurs, on a vu aussi dans les 10 dernières années que l'expertise carbone des porteurs de projets s'est aussi beaucoup développée. Donc on a eu pas mal d'initiatives pilotes, tests un petit peu, à l'initiative d'acteurs des filières agricoles et forestières, à l'initiative de régions aussi beaucoup, pour essayer de faire émerger des démarches carbone, des systèmes de quantification, etc. Donc il y avait un peu cette mobilisation déjà des acteurs, on va dire, de terrain en France. Et enfin, le dernier constat de toutes ces discussions, c'était de constater qu'en fait, les freins qu'on a identifiés au début sur la certification des projets, finalement, étaient partagés par un certain nombre de pays européens et que certains de ces autres pays avaient justement trouvé des manières de résoudre ce problème en créant un cadre de certification carbone national. Je pense par exemple au Royaume-Uni qui avait créé déjà dès 2010 le Woodland Carbon Code, donc qui était un cadre de certification carbone qui avait vocation à certifier des projets de boisement. Donc avec un peu toutes ces discussions et tous ces constats, on s'est dit pourquoi ne pas créer un cadre de certification carbone en France. Et donc tout ça a abouti à un projet qui a duré à peu près 3 ans, donc avec différents partenaires des filières agricoles et forestières, des territoires, avec donc I4C évidemment, et en très étroite collaboration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc un projet est sorti pour essayer de faire émerger ces outils méthodologiques et ce cadre de certification. Donc aujourd'hui, si le label bas carbone est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est important de savoir qu'il vient vraiment d'une démarche bottom-up, on va dire, d'une mobilisation des acteurs qui se sont mobilisés tous ensemble pour essayer de faire sortir cet outil. Maintenant, je vais vous dire juste un petit mot des grands objectifs du label. Donc le label bas carbone, c'est un outil de certification de projet locaux. Donc locaux, j'en ai parlé, c'est-à-dire que c'est un label qui s'applique sur le territoire national, et additionnel, c'est-à-dire qu'il a vocation à déclencher des nouvelles actions. Il n'a pas vocation forcément à certifier ce
qu'on fait déjà, même si ce qu'on fait déjà peut être très bien, il a vocation à vraiment labelliser des nouvelles actions qui vont se mettre en place et qui vont permettre de réduire davantage les émissions que ce qu'on fait aujourd'hui, de séquestrer davantage de carbone. Donc c'est vraiment l'idée de voilà d'une démarche de progrès qui nous rapproche un petit peu de cet objectif de neutralité carbone globale dont j'ai parlé au début. Et il a on va dire, deux grands objectifs. Le premier, c'est de certifier la qualité de projet. Donc, il va certifier la qualité environnementale et surtout, il va donner des outils pour mesurer l'impact du projet en termes de CO2. Et c'est justement le fait de garantir, de certifier ce projet qui va permettre de garantir l'efficacité du financement qui va être apporté à ce projet. Il va aider en fait à flécher des financements vers des projets dont on est en capacité de mesurer l'impact, qui vont démontrer un certain gain en termes de CO2. Donc il y a un peu ces deux volets, voilà, de certifier les projets et de s'assurer dans un contexte de financement potentiellement qui se raréfie un petit peu, que les financements qu'on apporte vont bien vers des projets qui sont pertinents en termes de climat. Ensuite, du coup, quel type de financement Finalement, comme le label, donc c'est un outil qui certifie des projets et donc qui pourrait théoriquement flécher à peu près n'importe quel type de financement vers ces projets. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même surtout des financements privés, donc qui vont être issus des entreprises. Alors, éventuellement, dans le cadre de la compensation carbone volontaire, c'est une option qui est permise par le label bas carbone, mais aussi d'entreprises tout simplement qui veulent contribuer à l'effort climatique et qui, dans le cadre d'une stratégie climat, une stratégie RSE, une stratégie développement durable, veulent financer des projets qui vont voilà, avoir un impact en termes de climat et pouvoir contribuer un peu à cet effort collectif pour atteindre la neutralité. À terme, on peut imaginer aussi voilà, que ça puisse flécher des subventions publiques, des financements de particuliers, même si on le voit pour l'instant un petit peu moins. Et donc, le point commun un peu de tout ça, c'est que les financeurs vont être en gros des acteurs intéressés par l'impact climat des projets, par la mesure d'impact et la certification climat-environnement des projets. Et on va dire l'intérêt de ce type d'outil, c'est que ça va donner un cadre transparent, en fait, qui va permettre de vérifier que le projet coche un certain nombre de cases et du coup de comparer aussi les projets entre eux, d'évaluer la performance des projets et de comparer les projets entre eux. C'est pas aux financeurs de devoir comparer par exemple deux propositions, on va dire commerciales pour financer les projets. Il y a un outil qui voilà qui donne un cahier des charges commun et qui va faciliter du coup l'évaluation et la comparaison des projets. Et donc le label bas carbone, il va permettre la certification des projets et faciliter le financement. Donc c'est pas le ministère qui va financer directement les projets. Par contre, une fois que les projets vont être labellisés par le ministère, ils vont apparaître sur une page web que vous avez là sur le slide et qui va permettre de rendre ce projet visible aux financeurs. Donc une fois que le projet a passé la première étape de labellisation, on vous décrira tout ça un petit peu plus tard, il va apparaître sur le site et du coup les financeurs vont pouvoir regarder quels sont les projets qui ont passé les premières étapes de labellisation, quels sont leurs gains carbone estimés, quelles sont la note environnementale et du coup choisir ces projets ou en tout cas se mettre en contact avec un porteur de projet grâce, on va dire, à cette plateforme-là, donc qui est grosso modo un site web. Donc vraiment, voilà, le label va faciliter le financement des projets, mais ne va pas directement les financer. Et du coup, après, les financements, on va dire que le rôle du label bas carbone s'arrête un peu là, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a facilité l'accès à un financement via cette mise en relation de porteurs de projets et de financeurs via la plateforme en ligne, c'est ensuite une négociation, une contractualisation qui va se faire de gré à gré entre un financeur et un porteur de projet. Donc, il n'y a pas de marché avec un prix à la tonne établi, il n'y a pas de financement direct, c'est vraiment le financeur se met en lien avec le porteur de projet ou l'inverse et ils vont discuter par exemple du prix de la tonne de CO2. Le prix va être fixé de gré à gré, donc en fonction éventuellement des coûts du projet, des coûts de transaction associés, d'un certain nombre de paramètres. Et du coup, voilà, ça va vraiment, tout ce qui va être contractualisation et financement va se faire vraiment à côté de manière bilatérale. Le dernier point également, c'est qu'il faut distinguer un petit peu le processus de labellisation. Donc le ministère s'occupe du processus de labellisation des projets. Et par contre, le financement peut intervenir à différentes étapes de cette labellisation. Il n'y a pas de règle concernant le financement. Par exemple, on peut imaginer qu'on a un financeur qui veut s'investir dès le début, avant même que le projet soit labellisé, parce qu'il est dans une logique partenariale avec un porteur de projet, qu'il a envie d'aider un projet à sortir de terre. Donc là, rien n'empêche le financeur d'intervenir au début, comme il peut intervenir à la toute fin, une fois que les réductions d'émissions sont en voie d'être reconnues et que toutes les étapes de certification ont été passées. Donc ça, c'est vraiment après, encore une fois, au choix du financeur et en fonction du contrat ou du partenariat avec le porteur de projet. Et enfin, le point aussi important, je pense qu'on y reviendra aussi après, c'est que les réductions d'émissions, par contre, donc ce qui va être certifié finalement par le label, c'est des réductions d'émissions, un impact en termes de CO2.
ne sont pas cessibles. C'est-à-dire qu'une fois que le financeur s'est vu attribuer les réductions d'émissions, il les finance et au moment où elles sont reconnues, elles vont être inscrites sur le registre et on va donner immédiatement le nom du financeur associé. Elles ne sont pas cessibles, elles ne vont pas pouvoir être revendues. Ce n'est pas un actif carbone qu'on va pouvoir revendre sur des marchés. C'est vraiment un outil de financement de projet. Et une fois qu'on a associé un financeur à une réduction d'émissions, cette réduction d'émissions est considérée comme utilisée, on va dire, donc elle ne sera plus cessible après. Voilà un petit peu pour ce premier panorama un petit peu général. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail du fonctionnement. Juste un dernier point sur comment le label se situe justement parmi toutes ces initiatives de marché carbone, de labels carbone internationaux dont vous avez sûrement entendu parler. Juste pareil, un petit point général. Le label va être complémentaire des labels carbone volontaires internationaux, donc notamment Verra et Gold Standard, qui eux opèrent, on va dire, très largement dans plein de pays, parce que là, le label bas carbone est vraiment spécifique pour le contexte français. C'est un label qui est volontaire, donc ça veut dire que les acteurs qui financent ne sont pas des entreprises qui vont être soumises à des marchés d'échange de quotas, qui vont être soumises à des réglementations climat. C'est vraiment sur la base du volontariat de la part du financeur. Et ça fait aussi que typiquement le label ne va pas être éligible par exemple à Corsia, qui est le mécanisme réglementaire qui cadre les émissions et la compensation de l'aviation civile internationale. Donc c'est différent, en fait, il ne va pas être éligible à ce type d'outils. Et également, il ne va pas être associé au marché européen d'échange de quotas, à l'EU ETS, il n'est pas directement relié à l'article 6 de l'accord de Paris. C'est vraiment un cadre volontaire national, donc qui n'est pas relié à ces marchés carbone au sens très large internationaux. Et enfin, je l'ai dit, donc il n'y a pas d'actifs cessibles, mais par contre, c'est quand même un financement de projet qui se fait sur la base d'un bilan CO2 et voilà, d'un bilan en termes d'impact climatique. Voilà un petit peu pour ce premier topo un peu général. Je vais laisser la parole à Claudine qui va vous présenter le fonctionnement, pareil, toujours sur ce module d'introduction, le fonctionnement général du label bas carbone. Et on aura une session de questions sur ces deux premiers modules, juste après, du coup, le module 2. Ouais. Merci Julia. Effectivement, je vois que les questions défilent. Ne vous inquiétez pas, on les note bien et puis on prendra un temps pour y répondre. Donc là, l'idée de ce module, c'est de présenter le fonctionnement en restant encore assez général, sachant que tout sera repris pas à pas dans le module 3 et dans les prochains webinaires. Et on va faire ce module 2 à deux voix avec Julien. Il sera en deux parties. Il y aura la première partie, les grands principes que je vais présenter, et puis dans la deuxième partie, les processus de labellisation que Julien vous présentera. Du coup, Julia, je veux bien que je te laisse faire défiler les slides. Du coup, on peut passer sur les grands principes. Donc, comme Julia l'a déjà évoqué, hein, le label bas carbone, c'est vraiment un label tourné projet qui va apporter des garanties qu'un projet a bien réduit les émissions ou séquestré du carbone par rapport à un scénario de référence. Et donc, l'idée, c'est bien de comparer le scénario avec projet, donc les émissions, en fait. Quand on dit scénario avec projet, c'est les émissions du scénario avec projet, sachant qu'un projet, ça peut être des changements de pratique, des changements de système, l'introduction d'une nouvelle technologie, enfin, toute action qui permet de réduire les émissions ou de séquestrer du carbone et qui est alignée avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et donc, on va comparer les émissions de ce projet avec ce qu'on appelle donc le scénario de référence. C'est le scénario en pointillé, qui est finalement un scénario théorique et qui correspond en fait à la tendance observée. C'est à ce qu'on suppose qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le revenu carbone. Donc, c'est un scénario théorique, mais tout doit être les références qui sont prises. Ce scénario doit être explicité dans les méthodes dans les méthodes carbone. Du coup, je te laisse passer à la slide d'après. Donc, le label bas carbone, en fait, encadre un certain nombre de critères de qualité. Alors, le premier critère, c'est le critère d'additionnalité. L'idée, c'est, comme ça a déjà été un peu évoqué, de démontrer que le projet n'aurait pas pu se faire sans l'incitation économique, sans le financement carbone. L'idée derrière, c'est vraiment de limiter au maximum le risque d'effet d'aubaine et d'assurer l'efficacité du financement, s'assurer que derrière chaque euro dépensé, chaque euro dirigé vers ces projets bas carbone certifiés, il y a bien un impact climatique réel, que ces euros ont permis de déclencher des actions qui ne se seraient pas faites sans ces financements.
Et donc là, c'est vraiment, on est dans la question de l'efficacité du financement. Deuxième critère, c'est le suivi des émissions et la séquestration. Dans le cadre du label bas carbone, donc on doit quantifier, comme je disais, les réductions d'émissions qui sont réalisées par rapport au scénario de référence. Et la façon dont ces calculs vont être faits doit être transparent et détaillé dans les méthodes carbone. Il y a plusieurs méthodes possibles. Ça peut aller on peut imaginer jusqu'à de la mesure directe des émissions du projet. Dans le cadre des projets d'issue, c'est rarement le cas parce que ça serait beaucoup trop coûteux. On passe par des modèles qui permettent d'estimer ces réductions d'émissions ou séquestration au carbone, et tout ça doit être détaillé de façon transparente dans les méthodes et accessible par tous. Donc le troisième critère, c'est le critère de vérification par un tiers. Tous les projets doivent être vérifiés par un auditeur indépendant qui va s'assurer que les actions ont bien été mises en place et que les calculs de réduction d'émissions ont été faits dans les règles de l'art, c'est-à-dire en suivant le cahier des charges dicté par la méthode auquel le projet se réfère. Le quatrième critère, c'est la traçabilité des réductions d'émissions. Donc pour chaque projet, on indique sur un registre qui est accessible sur le site du ministère qui a porté le projet, combien le projet a permis de réduire les émissions et qui sont le ou les financeurs de ces projets. Et encore une fois, comme le disait Julia, les réductions d'émissions ne sont pas échangeables. Il n'y a pas de marché secondaire comme ce qui peut exister dans le cadre d'autres labels. Ensuite, il y a le critère de permanence. Donc ça s'applique vraiment pour les projets de séquestration carbone. Quand on met en place des pratiques, quand on plante une forêt, quand on plante des haies, on va permettre de séquestrer du carbone qui peut ensuite être relargué dans l'atmosphère. Alors, on ne peut pas complètement éviter ce risque, on ne peut pas éviter qu'un incendie ravage une forêt, mais l'objectif, c'est d'estimer ce risque et d'associer en fait une décote aux réductions d'émissions à la hauteur de ce risque de non-permanence. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, on a conscience qu'on ne peut pas complètement l'éviter, mais il faut le prendre en compte et appliquer une décote en conséquence. Et enfin, mais ça, j'y reviendrai plus précisément par la suite, même si donc le label bas carbone, il y a carbone dans le titre, l'idée, c'est pas de faire que des projets bons pour le climat en oubliant les autres enjeux, que ce soit environnementaux et socio-économiques, et donc ce qu'on appelle les co-bénéfices sont également pris en compte, mais j'y reviendrai par la suite. Je donne une test. Alors, en termes de périmètre, le label bas carbone couvre 3 types de réduction d'émissions. Il y a la réduction d'émissions qu'on appelle effectuées, donc c'est celles qui ont d'ores et déjà eu lieu au moment de la vérification et qui ont lieu sur le périmètre du projet. Il y a la réduction d'émissions anticipées, celles qui n'ont pas encore eu lieu au moment de la vérification et qui ont lieu sur le périmètre du projet, et les réductions d'émissions empreintes ou indirectes qui ne sont pas directement liées au projet, aux actions mises en place par le porteur de projet et qui ne sont pas sur le périmètre du projet, mais qui sont induites par le projet. Alors, je vais revenir sur ces 3 types de réduction dans les slides précédentes pour bien comprendre les différences. Donc là, cette slide, c'est pour bien expliquer la différence entre réduction d'émissions effectuées et anticipées. On va prendre 2 exemples. Donc là, c'est dans les 2 cas, les projets vont être vérifiés en N+5. Et on va prendre l'exemple, par exemple, de la réduction de la fertilisation azotée. Donc ça, c'est des projets sur 5 ans, renouvelables, mais c'est des projets sur 5 ans, avec une vérification qui aura lieu à N+5. Et cette vérification, on va regarder les réductions d'émissions qui ont eu lieu entre N0 et N+5. Et vont permettre de générer donc des réductions d'émissions qu'on appelle réduction d'émissions effectuées, qui ont d'ores et déjà eu lieu au moment de la vérification. Si on prend l'exemple des projets forestiers, pour lesquels le stockage se fait sur des temps très longs, et pour lequel ça ne serait pas pertinent de prendre un pas de temps de 5 ans, il y aurait très peu de carbone stocké sur 5 ans et ça ne serait pas incitatif pour les porteurs de projets. Les projets, dans ce cas-là, durent 30 ans. Donc, le calcul du stockage se fait sur 30 ans. Mais là aussi, la vérification se fait à N+5, en fait. Et on va à N+5
s'assurer que toutes les conditions en fait sont réunies pour que le projet se déroule correctement, que les arbres ont été correctement plantés, etc. Et on délivre les réductions d'émissions qui sont calculées sur une période de 30 ans. Donc elles n'ont pas toutes déjà été, le carbone n'a pas tout déjà été séquestré. Donc c'est pour ça qu'on parle de réduction d'émissions anticipées. Voilà. Là, donc cette deuxième slide, c'est sur la différence entre réduction d'émissions directes et indirectes. Donc les émissions directes, comme je disais, c'est celles qui sont sur le périmètre du projet directement générées par les actions mises en place. Mais il nous semblait aussi important de prendre en compte les réductions d'émissions induites par le projet. L'idée, c'est vraiment d'éviter des effets pervers en fait et de prendre en compte l'ensemble des émissions du point de vue atmosphère, quelque part. Si on prend un exemple, on peut prendre un exemple de projet agricole où une exploitation qui augmente son autonomie protéique va importer moins de soja. Donc, sur le périmètre de l'exploitation, on pourrait voir ces émissions augmenter en fait du fait de la production de protéines sur son exploitation. Mais ce serait quand même dommage que ce soit pénalisant. Et donc là, l'idée, c'est bien de prendre en compte les réductions d'émissions évitées liées à la non-importation de soja également. Et donc, dans ce cas-là, on parle de réduction d'émissions empreintes. C'est aussi le cas, par exemple, pour les projets forestiers ou les projets de gestion améliorée des haies, par exemple, où il y a la production de biomasse pour faire de l'énergie. Et donc, le volet substitution d'énergie fossile par de la biomasse, ça compte comme des réductions d'émissions empreintes, qui ne sont pas directement sur le périmètre du projet, mais qui en découlent. Je peux passer du coup à la slide d'après, qui est donc sur les co-bénéfices. Donc, comme je le disais, le label bas carbone est quand même centré, il a quand même pour première vocation d'apporter des garanties sur les réductions d'émissions d'un projet, mais l'idée, c'est pas de pas oublier les autres impacts socio-économiques et environnementaux. À minima, le label bas carbone impose de s'assurer qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les autres enjeux. Et si on s'aperçoit, même une fois qu'une méthode a été validée, que finalement, telle ou telle pratique pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité et autres, elles peuvent être retirées du label bas carbone. Donc ça, c'est le volet obligatoire. Et ensuite, de manière volontaire, il est fortement recommandé aux développeurs de méthodes d'associer aux méthodes carbone des indicateurs qui permettent d'évaluer d'autres enjeux que le carbone. Ça peut être la biodiversité, la qualité de l'eau, la préservation des sols, ça peut être aussi des enjeux socio-économiques. Et donc, dans ces cas-là, une liste d'indicateurs sont adossés en fait à la méthode carbone et vont être également audités lors de la vérification. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser en fait ces co-bénéfices lors de la vente de ces projets, lors de la vente des réductions d'émissions. Et ces co-bénéfices peuvent se refléter dans le prix du carbone directement. Et c'est quelque chose qui est très recherché par les financeurs. Rares sont les entreprises ou les collectivités qui cherchent à financer des projets qui ont seulement et uniquement un impact carbone. Alors, pour donner quelques exemples, sur la méthode Carbone Agri, il y a des indicateurs sur la diminution du recours à l'irrigation. Il y a des indicateurs sur les commerces de proximité, sur la lutte contre l'érosion des sols. Dans les méthodes forestières, il y a des indicateurs sur le recours à l'emploi local. Donc, si on passe par des entreprises forestières qui sont situées à moins de 50 km du projet, c'est valorisé dans le cadre de la méthode. Il y a aussi un gros focus sur les enjeux biodiversité avec des diagnostics, par exemple IPB, donc c'est l'indice de biodiversité potentielle, c'est IBP, je crois, qui permet de voir où sont les zones à haute valeur en biodiversité et s'assurer qu'elles sont bien préservées. Ou par exemple, il y a aussi une incitation à diversifier le type d'essence dans un projet et de se baser principalement sur des essences autochtones.
Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui sont fortement valorisées dans le cadre du label MyCarbone et de ces méthodes en particulier. Tu peux passer, merci. Pour finir sur cette partie, sur les gros principes, l'idée de cette slide, c'était de rappeler ce qui avait finalement guidé l'élaboration du label bas carbone, ce qu'on appelle la philosophie du label bas carbone. C'était vraiment de rechercher un équilibre entre rigueur et pragmatisme. L'idée, c'est d'avoir un dispositif rigoureux, robuste, crédible, mais qui ne soit pas non plus une usine à gaz et qui soit finalement utilisable par les porteurs de projets. Parce que l'objectif derrière, c'est quand même que des projets bas carbone se développent et qu'on attende les objectifs de neutralité carbone. Et pour ce faire, donc on a d'une part donc, tous les critères là, de qualité que j'ai cités et sur lesquels on reviendra plus précisément dans les prochains modules, avec notamment les questions d'additionnalité et processus de vérification. Il y a aussi le volet transparence qui est imposé par le label bas carbone. Toutes les méthodes sont rendues publiques et tous les modèles d'évaluation, enfin de calcul de la réduction d'émissions sont publics. Donc cette transparence est aussi gage de rigueur. Mais on a essayé de faire un maximum pour rendre le dispositif opérationnel. Donc ça passe par deux voies principales. D'une part, une voie documentaire en fait où on a essayé de proposer des formulaires les plus simples possibles pour que ce soit facile de s'engager dans un projet d'un point de vue administratif, documentaire. Et surtout, la deuxième voie qui a été choisie, c'est d'appliquer le principe du rabais. On y reviendra plus précisément par la suite, mais concrètement, l'idée, c'est que pour plusieurs étapes, par exemple, déterminer l'additionnalité du projet, sur le processus de vérification, sur la quantification des réductions d'émissions, plusieurs options sont possibles. Une qui est la plus rigoureuse, la plus robuste et qui n'implique pas de rabais, et souvent une deuxième option plus simple, moins coûteuse, qui laisse la porte ouverte à des plus petits projets, est également possible, mais pour garantir la robustesse du dispositif, dans ce cas-là, un rabais est appliqué. Donc, grosso modo, c'est une décote sur les réductions d'émissions. Voilà, et je crois que c'est la dernière slide sur les grands principes du label. Donc, je laisse la place à Julien sur les processus de labellisation. Oui, merci Claudine. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, c'est vraiment 2-3 slides pour rappeler en fait le fonctionnement général. Ensuite, on aura un temps d'échange et on entrera ensuite plus en détail sur qu'est-ce que c'est une méthode et comment on développe une méthode. Donc, slide suivante. Ouais, ça, c'est un peu un schéma général que vous trouverez sur le site du ministère. C'est pour rappeler en fait pourquoi ce dispositif label bas carbone est fortement porté par l'État. En fait, si on part de la gauche, en fait, le référentiel national, c'est le décret et l'arrêté qui fixe le fonctionnement général du label bas carbone, et l'ensemble des méthodes et des projets doivent rentrer dans ce cadre-là. Ce qui est un peu la boîte à outils sectorielle dans le label bas carbone, c'est la méthode, donc qui en fait, on va le détailler, permet de donner la boîte à outils pour que les porteurs de projets puissent s'insérer dans ce dispositif. L'État ensuite est toujours là pour labelliser chaque projet. Donc chaque projet qui obtient le label bas carbone au début du projet est c'est l'État qui apporte sa garantie sur l'effectivité de la mise en œuvre et de l'engagement des actions par le porteur de projet. Et on a la dernière étape qui permet de reconnaître les réductions d'émissions du projet. Encore une fois, c'est l'État qui va apporter cette reconnaissance finale, mais avant de reconnaître les réductions d'émissions, il va s'assurer que l'ensemble des actions qui ont été prévues initialement ont été mises en œuvre conformément à la méthode, avec un auditeur indépendant qui assure cette vérification des réductions d'émissions. Mais on va le voir par la suite. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît les réductions d'émissions si les actions ont été mises en œuvre, qu'elles ont été vérifiées par ailleurs par un tiers,
et qu'il y a un financement associé à ces réductions d'émissions. Slide suivante. Donc là, c'est un peu ce que j'ai expliqué à l'oral. On a les différentes briques. Donc, si vous voulez vous y référer, vous avez le référentiel qui est défini par décret et arrêté, qui donne les exigences générales. Par secteur, il faut se référer aux méthodes qui ont été approuvées. Pour l'instant, comme on l'a dit, on a 3 méthodes forestières et une méthode agricole, mais on va développer par la suite sur les perspectives sur le label bas carbone. Donc, il faut bien avoir cette distinction entre la méthode qui encadre une démarche générale et chaque projet qui est porté par un acteur local, une entreprise, un agriculteur, un propriétaire forestier, qui est vraiment un projet qui va générer des réductions d'émissions qui, elles, seront vérifiées sur chaque projet. Donc la méthode, voilà, elle reste publique et elle est la boîte à outils. Et ensuite, chaque projet arrive à s'insérer dans cette méthode. Slide suivante. Du coup, sur les projets, une fois qu'une méthode est vérifiée, en fait, un porteur de projet, on va prendre l'exemple de ce qui existe déjà. Donc, un porteur de projet forestier, un propriétaire forestier, va notifier son intention de déposer son label bas carbone. Donc, il va dire quelle méthode il va utiliser, par exemple une méthode sur le boisement sur une parcelle, et il va faire sa notification. C'est important, cette notification, c'est le moment où le porteur de projet dit je veux faire un projet label bas carbone, et ça permettra, s'il le souhaite, de compter les réductions d'émissions à partir de ce moment-là. Ensuite, on a une phase d'instruction du projet. Il va vérifier on va vérifier lors d'une instruction que les documents sont là, que l'engagement a bien été pris, que le calcul des émissions potentielles est le bon. Et quand on labellise ce projet, le projet est inscrit sur le site du ministère, ce qui permet d'une certaine façon de donner de la visibilité au projet et permettre au porteur de projet de chercher les financeurs adéquats par rapport au projet qu'il met en œuvre. Une fois que, mais c'est comme l'a montré Claudine, on a un projet qui est labellisé, on peut avoir ensuite 2, 4 ou 5 ans pendant lesquels le projet est mis en œuvre, et à un moment, on aura une vérification des actions sur le terrain avec cet auditeur tiers qui permettra ensuite de reconnaître les réductions d'émissions à la fin du projet, à la fin de la période de projet qui est prévue. Slide suivante. Et du coup, pour l'instant, en fait, voilà, là, c'est un peu du futur, dans le sens où, pour l'instant, le label bas carbone a été développé par la Direction générale de l'énergie et du climat, par le MTES. Les projets sont instruits et labellisés par la DGEC, mais au courant de l'été, nous allons procéder à la déconcentration de ces instructions dans les DREAL, les DEAL, donc également dans les territoires d'outre-mer, pour répondre directement à une question qui a été posée. Donc en fait, les projets seront transmis via le formulaire en ligne, mais seront instruits par les DREAL dans les régions là où se trouve le projet. L'audit qui est fait par un tiers, ce tiers-là, c'est le porteur de projet qui doit financer ce contrôle, cette vérification supplémentaire. Après, normalement, cette vérification par un tiers, c'est le porteur de projet qui la paye, mais il peut la répercuter dans la vente de réduction d'émissions. Et c'est aussi une nouvelle fois les services de l'État, donc ça sera les DREAL, qui vont récupérer le rapport de l'auditeur et valider la réduction d'émissions par rapport au rapport de l'auditeur. Et ensuite inscrire les réductions d'émissions sur le site. Donc ça, c'est pour les projets, et on va le voir par la suite sur la dernière partie du module. On a aussi tout un développement des méthodes qui, lui, reste au niveau national et piloté par la DGEC. Donc voilà, je relaisse la main au moment d'échange. Donc je ne sais pas si c'est Julia ou Sarah qui prend la main. Oui, en gros, donc là, on va avoir 10 petites minutes d'échange. Donc, Sarah va poser du coup vos questions, et puis en fonction des intervenants, on se répartira les réponses pour essayer de vous répondre au mieux. Donc, on ne pourra peut-être pas répondre à tout. Donc, si jamais il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse à la fin du webinaire, n'hésitez pas à nous les réfléchir et on pourra toujours échanger par la suite. Je vais laisser Sarah du coup faire remonter vos questions. Oui. Alors, une première question très générale. Quel est le lien du label bas carbone avec les différentes initiatives au niveau européen, et quel serait son lien avec les potentielles subventions de la PAC? Alors, qui veut se lancer?
Non, mais Si vous je peux le voulez. faire très vite puisqu'on parle de la PAC. Non, mais en fait, vraiment, faut avoir en tête que pour l'instant, enfin, en tout cas, le label bas carbone a été conçu comme un dispositif qui se rajoute au dispositif public, donc notamment la PAC. Donc, pour l'instant, on est sur un dispositif volontaire avec des actions qui vont au-delà de ce que la PAC permet de pousser, si elle permet de pousser certaines actions. Et du coup, les financements, ils sont aussi complémentaires et additionnels. Donc, on va chercher des financements plutôt privés, comme on a expliqué, pour financer des actions qui sont additionnelles et qui vont plus loin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'articulation dans le sens où on ne va pas demander de flécher des subventions de la PAC par rapport au label bas carbone. Après, ça permet de mettre en place une approche par le résultat qui, sur le plus long terme, pourrait alimenter des réformes de la PAC, mais ce n'est pas du tout le même échelle de temps. Ok, alors j'essaie de suivre en même temps les questions. Une autre question, c'était en termes de timing pour le financement. À quel moment est-ce que le porteur de projet peut toucher l'argent? Est-ce qu'il faut nécessairement attendre les vérifications? Et en termes d'enveloppe budgétaire minimale, est-ce qu'il y a une taille minimale pour financer un projet? Et de façon connexe, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs financeurs pour un même projet? Si c'était un peu, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je peux prendre la question. Donc, en fait, le financement, comme je disais, le financement, il peut être assez déconnecté de la labellisation. C'est-à-dire que le projet va suivre son cours de labellisation par le ministère, donc il va être la validation documentaire, le projet va se mettre en œuvre. Au bout de 5 ans, on va avoir une vérification par un auditeur indépendant, et à ce moment-là, on aura la reconnaissance officielle des réductions d'émissions. Ça, c'est le processus de labellisation. Par contre, le financeur, il peut venir en fait un peu au moment où il le souhaite. Ou en tout cas, un partenariat peut se créer entre un financeur et un porteur de projet qui fait qu'on a certains projets où le financeur, par exemple, finance dès le début, justement sur des projets où on a besoin d'un financement vraiment important en amont. Je pense par exemple au projet forestier. Souvent, le financement arrive au début, donc avant même des fois l'étape de validation documentaire par le ministère, parce qu'il y a une logique de partenariat qui se met en œuvre et que le financeur travaille avec le porteur de projet pour déposer par exemple le projet en certification. Donc, ça peut arriver. On peut avoir des financeurs qui vont attendre que le projet ait passé la première étape de labellisation, donc qu'il soit visible sur le site du ministère. Comme ce que je montrais tout à l'heure, sur la page web du ministère, vous avez la liste de tous les projets qui ont passé la première étape de labellisation. Donc, un financeur peut aussi choisir de venir à ce moment-là, de regarder les projets disponibles et dire tiens, ce projet-là, il me parle, je vais me mettre en lien avec le porteur de projet. Ou on peut imaginer aussi un cas où le financeur intervient complètement à la fin, c'est-à-dire une fois que le projet a été vérifié par un auditeur indépendant et que les réductions d'émissions sont en voie d'être reconnues, il peut venir financer à ce moment-là. Le problème étant effectivement que là, il faut que le porteur de projet ait trouvé une autre manière de se financer en attendant. C'est vrai que ce qu'on voit beaucoup pour l'instant, c'est quand même des financements plutôt en amont, avec après une contractualisation qui fixe les engagements de chacun et notamment du porteur de projet. Et par rapport au montant, il n'y a pas vraiment de montant en fait minimum ou maximum. Souvent, le montant de financement du projet qui peut se traduire éventuellement en prix à la tonne de CO2 dans certains cas, pour l'instant, il se fait beaucoup par rapport au coût en fait de mise en œuvre du projet et au coût de certification. Par exemple, les frais de l'auditeur, comme ça a été évoqué par Julien, peuvent être inclus aussi dans ces coûts globaux du projet. Et c'est un peu c'est le fruit un peu voilà de la négociation entre le porteur de projet et le financeur. Donc le porteur de projet va évaluer ses coûts et il va discuter après avec un financeur pour voir qui est prêt à financer, sachant que souvent par contre le financeur ne finance pas à 100%. Souvent on a un cofinancement. Alors par exemple pour les projets forestiers c'est souvent 50%, 50% d'autofinancement du porteur de projet, 50% de financement d'entreprise. Mais ça pareil, ça peut être très variable, c'est au choix en fait des uns et des autres. Merci beaucoup, Julia. Et justement, sur ce financement, est-ce qu'il existe des mécanismes pour faciliter la rencontre entre porteurs de projets et financeurs? Là-dessus, alors il y a déjà la plateforme qui est sur le site du ministère qui liste les projets. Donc un financeur, une entreprise qui souhaite financer un projet peut complètement se référer à cette liste et prendre l'initiative de contacter un porteur de projet. Après, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les intermédiaires en fait qui se mettent en place et leur rôle est vraiment important. Donc les intermédiaires, c'est ceux qui vont faciliter la rencontre entre l'offre et la demande en fait. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs types d'intermédiaires. Donc, il peut y avoir des intermédiaires un peu comme France Carbone Agri Association, qui va regrouper finalement les projets à l'échelle nationale et chercher collectivement des financements.
On peut avoir aussi des intermédiaires plutôt territoriaux qui vont, à l'échelle d'un territoire spécifique, mettre en relation les porteurs de projets et les financeurs locaux. Et puis, on peut avoir aussi des intermédiaires plus tournés entreprises qui accompagnent des entreprises et qui vont les aider à choisir les financements, les projets à financer. Ou alors, ce qu'on pourrait imaginer voir se créer, c'est le développement de fonds carbone, en fait, où plusieurs entreprises pourraient mettre au pot commun, en fait, dans un fonds carbone et ensuite finalement décider vers quel projet ces financements pourront aller. Voilà, donc il y a plusieurs intermédiaires qui sont en train de se développer actuellement, dont le rôle est vraiment, je pense, indispensable. Et tout l'enjeu, ça sera de voir comment ces intermédiaires interopèrent, quoi. Quelles sont les valeurs ajoutées de chacun et comment ils vont réussir à travailler au mieux ensemble pour justement mettre en relation cette offre et cette demande. Merci beaucoup, Claudine. Je vous pose une question pareille. Je pense qu'il y aura des éléments de réponse qui seront apportés dans les prochains webinaires. Mais peut-être pour commencer à en discuter, comment va se dérouler l'audit? Est-ce qu'il existe des accréditations pour faire un audit? Voilà. La question de la vérification, de comment est-ce que ça va se passer pour les projets de vérification. Ouais, très rapidement, en fait, l'idée, comme l'a introduit Claudine, c'était que on n'est pas une usine à gaz, donc on n'est pas un système de certification qui soit trop contraignant et qui coûte trop cher. Voilà, on voulait éviter un système où le porteur de projet ait à payer des coûts de contrôle supérieurs finalement à l'argent qu'il allait retirer du label bas carbone. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de souple. Donc pour l'instant, ce qu'on a mis en place avec le label bas carbone, c'est le fait que la vérification elle doit être faite par un tiers. Donc ça ne peut pas être le porteur de projet, ça ne peut pas être son conseiller, par exemple au niveau agricole, ça ne peut pas être un conseiller de la coopérative ou un conseiller agricole qui va faire l'audit. C'est vraiment un tiers qui doit avoir des critères d'objectivité et d'indépendance vis-à-vis du porteur de projet. Donc, on a mis sur l'arrêté et le décret des exemples de tiers de confiance qui peuvent être mobilisés. On pense notamment à tous les organismes qui travaillent dans les SICO, dans la bio, dans les labellisations diverses qui peuvent exister dans la forêt comme PEFC, mais on n'a pas créé d'accréditation au sens accréditation du ministère. Ça veut dire que n'importe quel opérateur qui peut présenter ces garanties d'indépendance peut réaliser ce rapport de vérification. Il faudra s'assurer ensuite, c'est le service instructeur, donc l'État, qui vérifiera que le vérificateur utilisé remplit bien ces conditions. Après, c'est une première étape et dans plusieurs années, peut-être qu'on encadrera quelque chose de façon plus claire parce qu'on aura un marché qui va se créer, etc. Pour l'instant, on est au lancement du dispositif et on a voulu faire les choses de façon assez ouverte. Ok, merci Julien. Une question sur le financement. Quel est l'intérêt pour un financeur de financer du label bas carbone et quel usage va-t-il faire des réductions d'émissions qu'il aura acquis? Là-dessus aussi en lien peut-être avec la partie de tout à l'heure, l'intérêt de financer un projet label bas carbone, c'est de financer un projet pour lequel deux choses pour lesquelles on a fait un effort de mesure d'impact du bilan CO2. C'est-à-dire que pour un financeur qui veut éventuellement communiquer sur un impact climat, un impact en termes de CO2, on va dire que la bonne pratique, c'est quand même de faire certifier le projet et de s'assurer qu'on a fait cet effort de mesure. Alors bien évidemment, c'est jamais de la mesure terrain avec des tours à flux dans les forêts, etc. Ça reste une évaluation souvent avec des proxys, mais de faire de financer un projet où on a fait cet effort de mesure et qui respecte un certain cahier des charges et certains critères de qualité. Parmi les différents critères de qualité, je pense que un des plus importants, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire que le label permet de s'assurer qu'on ne finance pas quelque chose qui se serait fait de toute manière, qu'on ne finance pas un projet ou une action, soit qui existe déjà, soit qui de toute manière aurait déjà eu lieu parce que c'est l'action qui est déjà prévue dans le scénario un petit peu au fil de l'eau du porteur de projet. Donc ça permet surtout de s'assurer qu'on finance une action qui a un impact positif en termes de climat, qui va au-delà de la pratique courante, au-delà de ce qui se serait fait de toute manière, donc qui nous permet vraiment de nous rapprocher de l'objectif de neutralité, et ensuite qui respecte un certain nombre d'autres critères, notamment environnementaux. Claudine a parlé d'éco-bénéfices,
et dans certains critères après on va dire de transparence, d'exactitude de données, un petit peu de rigueur, quoi. Donc c'est surtout de s'assurer que quand on veut financer les projets et communiquer après en termes de climat, de carbone, etc., de s'assurer d'avoir quelque chose de crédible en fait et un projet qui a un vrai impact et qui soit crédible derrière. Je dirais, et j'ai oublié peut-être une deuxième partie à la question, mais sinon je m'arrête là. Mais j'ai peut-être oublié la fin de la question. Du coup, si ça vous va, peut-être, je vous propose qu'on reprenne la dernière partie et après, on a prévu encore 20 bonnes minutes d'échange à la fin. Donc comme ça, on va laisser Julien présenter un peu plus précisément le contenu des méthodes et la manière de la procédure pour déposer une méthode. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi en lien avec ça. Et ensuite, on aura une session de questions un petit peu plus longue à la fin du webinaire, si ça vous va. Julien, je pense que tu peux y aller. Ouais. Donc du coup, là, cette dernière partie de la présentation, c'est vraiment pour que vous compreniez mieux le rôle et le fonctionnement d'une méthode et également le processus pour les déposer auprès de la DGEC. Donc vraiment, comme je l'ai essayé d'introduire avant, la méthode au sens du label bas carbone, c'est la boîte à outils qui permet ensuite de développer les projets. Donc ça doit rassembler un ensemble de choses qui doit permettre à un porteur de projet de dire moi je veux faire du label bas carbone. La méthode a été développée par exemple par le CNPF pour la forêt. Et finalement, dans cette méthode, je retrouve la méthode de calcul, je retrouve les leviers que je vais mobiliser, je retrouve les moyens de contrôle et je n'ai plus qu'à appliquer la méthode telle qu'elle a été approuvée par le ministère. Mais on reste toujours, l'idée c'est quand même d'avoir une démarche ascendante avec des secteurs, des entreprises, des groupements qui s'intéressent à un sujet, qui veulent mettre en avant un type de projet, qui vont développer une méthode pour accompagner ces enjeux. Donc on a vraiment ça, c'est vraiment la boîte à outils sur un secteur ou sur un type de projet. Et l'idée étant de viser un ensemble de pratiques ou un levier, ça peut dépendre l'approche que l'on prend, qui permet de réduire les émissions et ou de séquestrer du carbone. Donc actuellement, on verra à la fin, on a plusieurs pistes de travail assez nombreuses d'ailleurs, et les porteurs de projets peuvent être n'importe qui, d'une certaine façon, des entreprises, des instituts techniques, des associations, tout groupement qui arrive avec finalement une idée ou une intention de développer une méthode. Et au final, c'est quand même, c'est le label, on a ce canevas qui nous assure que la puissance publique valide cette méthode, mais on va préciser ensuite la démarche qu'on suit. Slide suivante. Encore une fois. Donc là, c'est les grandes. Qu'est-ce qu'il y a dans une méthode, dans cette boîte à outils? Donc déjà, dans le contenu de méthode, on précise quel type de projet est concerné. Donc par exemple, pour la méthode boisement du CNPF, ne sont concernés par cette méthode que le boisement, c'est-à-dire la plantation d'une nouvelle surface en forêt. D'autres actions dans la forêt vont être couvertes par d'autres types de méthodes. Sur la méthode carbone agri, sont concernées les exploitations agricoles qui mettent en place un certain type de levier sur l'ensemble de leur exploitation. Donc voilà, c'est cette méthode déjà, on définit quel type de projet est éligible, qu'est-ce qu'on attend en termes de gaz à effet de serre. On peut préciser des critères d'éligibilité, donc c'est la distinction entre quels projets sont éligibles, c'est-à-dire on peut mettre des seuils minimaux pour s'assurer que certains effets indésirables ou certaines situations ne seront pas labellisés. Mais sur la méthode label bas carbone, on est quand même plus sur finalement une transparence dans la comptabilité gaz à effet de serre, plus qu'un cahier des charges descendant qui dit on labellise telle pratique et tel niveau de performance. Dans cette méthode, on définit, on explique comment on calcule et on définit le scénario de référence, comment on démontre l'additionnalité. Et enfin, on a aussi tout le volet qui explique quelles sont les méthodes de contrôle et de vérification qui seront mises en place, ainsi que la durée maximale de projet. Slide suivante. Donc, on va un peu aller sur chacun de ces items. Donc, l'additionnalité, c'est un peu le cœur de l'idée sur le label bas carbone.
vraiment, l'idée, c'est qu'on a un financeur qui veut mettre de l'argent sur le climat. Donc, s'il met de l'argent, il faut que ça ait un effet bénéfique pour le climat, il faut que ça ait un effet additionnel et qui va au-delà de ce qui serait passé s'il n'avait pas mis ce financement supplémentaire. Si on n'assure pas l'additionnalité, on risque finalement de faire perdre beaucoup de crédibilité au label bas carbone parce que des financeurs vont considérer que l'argent qu'ils mettent dans ce projet aurait dû être mis par ailleurs par quelqu'un d'autre ou l'action aurait dû être faite de toute façon et vont se désengager du dispositif. Donc c'est important de pouvoir s'assurer au niveau des méthodes qu'on s'engage, enfin, qu'on va labelliser des projets qui auront une additionnalité par rapport à une situation sans projet. Donc l'idée générale, c'est de dire qu'on ne va valoriser que ce qui va au-delà d'un scénario de référence. Donc vous avez les schémas là, où c'est soit au-delà, on va émettre moins par rapport à un scénario de référence, et où on va séquestrer plus que par rapport à un scénario de référence. Slide suivante. Donc, ce scénario de référence, c'est assez théorique, mais en fait, le but ensuite dans l'élaboration d'une méthode, c'est on le raccroche à ce qui serait passé s'il n'y avait pas de projet. Donc déjà, quelles sont les obligations légales et réglementaires? Donc on ne va pas donner un label bas carbone pour être en conformité à la réglementation. Quelles sont les incitations directes ou indirectes aux réductions d'émissions? Donc par exemple, est-ce qu'il y a des subventions qui existent dédiées? Est-ce qu'il y a déjà des financements par ailleurs, même des fois privés qui peuvent exister, qui peuvent aider directement ou indirectement à ces réductions d'émissions? Et on peut aussi prendre en compte les pratiques courantes du secteur ou les meilleures pratiques qui sont déjà pas mal développées et qu'on peut prendre en compte dans ce scénario de référence. Ce scénario de référence, il peut être à la fois spécifique à l'exploitation. Donc, on aurait pour chaque exploitation, entreprise ou situation particulière la définition d'un scénario très précis, mais ça nécessite quand même un travail un peu fin et qui peut des fois être assez fastidieux à mettre en œuvre, ou générique. Donc, on fait un scénario un peu général à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un secteur. Donc, tout ça doit être démontré un peu en amont dans la méthode qui va un peu dire en fait, dans tel secteur ou sur tel type de projet, si on ne fait pas le label bas carbone, on aura peut-être par exemple une dégradation des haies ou on n'aura pas de plantation supplémentaire puisqu'on a on a une tendance qui ne montre pas une évolution au boisement. Enfin, je fais un exemple. Et du coup, le label bas carbone permet d'aller au-delà. Donc l'idée, c'est que généralement, on essaye de définir l'additionnalité au niveau de la méthode pour qu'ensuite le porteur de projet n'ait plus qu'à s'inscrire dans le label bas carbone, s'inscrire dans la démarche. Après, on peut avoir aussi dans la méthode prévoir qu'on démontre que c'est à l'échelle de chaque projet qu'on va démontrer l'additionnalité. Donc par exemple, pour le secteur forestier, l'additionnalité, elle va être déterminée au niveau des projets avec un calcul économique pour s'assurer que le projet va être additionnel avec les finances carbone supplémentaires. Parce qu'on est sur l'investissement, on est sur du temps long et il faut quand même qu'on vérifie la situation au cas par cas. Donc tout ça est à évaluer en fonction de ces scénarios de référence, de ces enjeux généraux. Et du coup, on peut avoir des méthodes qui ont des approches assez différentes en fonction du contexte. Slide suivante. Donc l'autre volet très important de la méthode et un peu le corps de la méthode, c'est que elle définit la méthode de calcul des réductions d'émissions. Donc une méthode de calcul, elle doit être transparente, on doit expliquer comment on fait le calcul, on doit pouvoir la reproduire, elle doit comporter l'ensemble des outils, des hypothèses, des facteurs d'émission qu'on utilise dans la méthode, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, la boîte à outils sur la comptabilisation parce que le porteur de projet n'aura que à appliquer la méthode avec les facteurs d'émission prévus, etc. Donc ça, c'est pour les règles générales. Et notamment, la règle de calcul doit prendre en compte aussi des rabais, mais ça, on va les détailler, pour prendre en compte des incertitudes, des effets d'aubaine, des hypothèses un peu moyennées sur des facteurs d'émission, par exemple, qui vont donner les réductions d'émissions. Slide suivante. Donc voilà, c'est simplement pour illustrer que quand on parle de précision, ça donne des fois des formules un peu complexes, mais l'idée étant d'être précis dans la comptabilisation, de ne pas laisser échapper des émissions dans cette comptabilisation et d'inclure dans la méthode l'ensemble des données qu'on doit utiliser pour que vraiment on puisse la mettre en œuvre directement. Slide suivante. Donc le rabais.
Alors, le rabais, il faut avoir en tête que ce qu'on a dit précédemment, l'idée était vraiment, encore une fois, de ne pas recréer une usine à gaz avec des calculs compliqués et précis et des méthodes de vérification sur le terrain qui soient finalement trop chères pour des projets diffus ou des projets qui des fois voilà, ne vont pas forcément générer beaucoup de réduction d'émissions en volume. Donc l'idée du rabais, c'est de pouvoir appliquer des méthodes de suivi et de rapportage des réductions d'émissions qui peuvent être plus simples à mettre en œuvre, qui peuvent être plus faciles, en nécessitant moins de vérification sur place, nécessitant moins, par exemple, d'adaptation d'une référence à un territoire. Mais en prenant un rabais, ça nous permet de minimiser, d'avoir un calcul conservateur et de minimiser ce risque d'une incertitude liée à des facteurs d'émission, à des hypothèses qui sont peut-être trop moyennes. L'autre rabais qu'on utilise aussi, notamment pour la forêt, c'est pour prendre en compte le risque de non-permanence, puisque comme vous l'avez vu, on a des projets sur la forêt pour la séquestration d'émissions qui vont durer 5 ans, mais qui vont prendre en compte, en anticiper les 30 ans de vie de la forêt. On fait ça parce que ça nous permet d'être incitatif, de montrer à un forestier qui va boiser que on va prendre en compte le stockage de carbone sur une longue durée sans faire un suivi de projet pendant 30 ans et attendre 30 ans pour générer des réductions d'émissions. Mais pour contrebalancer ça, on va appliquer un rabais parce que la forêt peut brûler, il peut y avoir des attaques de maladies qui peuvent finalement réduire ce gain. Donc il y aura ce rabais-là qui, encore une fois, permet d'avoir un calcul conservateur. Slide suivante. Donc là, on vient, une fois qu'on a la méthode précise aussi du coup comment sont vérifiées les réductions d'émissions. Il faut préciser aussi que les réductions cette vérification, en fait, je vais prendre un exemple, l'exemple de Carbone Agri. Carbone Agri se base sur des diagnostics dans les exploitations au début du projet et à la fin du projet et permet de mettre en avant les réductions d'émissions qui se sont passées entre le début du projet et la fin du projet. Et dans Carbone Agri, ce diagnostic, il est fait par un conseiller technique qui va faire le diagnostic à l'instant T0 et à l'instant T plus 5, donc au bout de 5 ans. Le vérificateur va lui venir ensuite pour s'assurer que le calcul a bien été fait, que la méthode a bien été appliquée, que les actions qui sont mises en avant par l'agriculteur ont été bien mises en place. Par exemple, s'il a planté des haies, qu'il puisse le justifier avec des factures, s'il a mis en place tel type de levier que sur la gestion de son troupeau, que ça puisse être vérifié sur ses cahiers de charges élevage. Donc voilà, le vérificateur va venir a posteriori en fait pour s'assurer que l'ensemble de la démarche a bien été suivi. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un vérificateur tiers qui vérifie les réductions d'émissions, qui vérifie que le calcul s'est bien fait. Mais avant ça, on peut avoir un conseiller technique, on peut avoir quelqu'un qui accompagne le projet pour la mise en œuvre concrète des actions. Ces vérifications peuvent avoir des visites sur site, mais on va avoir quand même beaucoup de vérifications documentaires. Et dans l'engagement dans le label bas carbone, on a toujours l'autorité, donc l'État ou les services déconcentrés, qui peuvent enclencher également des contrôles aléatoires qu'on appelle de second niveau, qui permettront de pouvoir avoir une vision globale du dispositif et s'assurer que l'ensemble du dispositif, des porteurs de projets, les vérificateurs travaillent bien dans le bon sens. Donc, comme on l'a dit avant, il n'y a pas d'accréditation. Ce n'est pas un dispositif de certification dans le sens où la labellisation est donnée à un projet, mais lors de la labellisation du projet, au début du projet, le porteur de projet n'est pas obligé d'avoir un contrat avec un organisme certificateur ou un organisme d'inspection. Ce n'est qu'au moment de la reconnaissance des émissions que son rapport devra être vérifié par un tiers. Et on a du coup cette durée maximale de projet qui est généralement de 5 ans, mais voilà, c'est dans des discussions lors du dépôt de la méthode et de l'élaboration qu'on peut décider d'une durée différente en fonction du contexte, en fonction des enjeux. Ça peut être plus court, comme ça peut être plus long, notamment pour les projets forestiers. Slide suivante. Donc là, c'est petite slide sur comment déposer une nouvelle méthode. Donc, comme je l'ai dit, c'est une démarche ascendante. Déjà, une précision,
et c'est ce qui fait un peu la spécificité du label bas carbone, ça s'adresse à tous les secteurs d'activité. Je rajoute quelque chose dans les slides que j'ai oublié de vérifier, mais hors marché du carbone. Donc en fait, le marché ETS, tout ce qui est mise en œuvre de leviers de décarbonation dans l'industrie, dans la production d'électricité, n'est pas éligible au label bas carbone, parce qu'on a un marché ETS européen pour ça. Mais par contre, tout ce qui est hors de ce marché, donc dans le transport, dans le bâtiment, l'agriculture, les forêts, les déchets, on peut mettre en place le label bas carbone, mais il faut développer une méthode qui est appropriée au secteur et au type de projet. Donc, on peut imaginer des méthodes pour l'instant qui sont plutôt sectorielles qu'on a reçues, donc forêt agricole, ça peut être l'initiative d'une filière, ça peut être aussi une démarche territoriale où des réflexions ont pu être élaborées et sont portées au niveau national pour avoir une reconnaissance. On est assez ouvert en fait au niveau de type de méthode qui pourrait être validée. Donc, comme je l'ai dit, c'est toute personne physique ou morale, tel que précisé le décret, ça permet d'être très ouvert. Donc, ça peut être une entreprise qui a des projets, qui a une certaine expertise et qui veut mettre en avant ce type de projet via le label bas carbone. Ça peut être un consortium, ça peut être des instituts techniques, voilà. Tout est ouvert tant que la méthode respecte les enjeux globaux et en rappelant que une fois que la méthode est validée, celle-ci est publique et peut être utilisée par n'importe qui. Donc en fait, une entreprise qui s'engage à développer une méthode dans un secteur, cette méthode sera publique et pourra être entièrement utilisée par une entreprise concurrente. D'où l'idée quand même de, quand on reçoit l'intention de certains porteurs de méthodes, de les rapprocher ensemble pour qu'ils essayent de travailler à une méthode commune et pour éviter d'avoir trois méthodes qui se ressemblent parce qu'il y aurait trois entreprises avec des visions un peu similaires. Donc l'idée, c'est que il y a une démarche où vous pouvez nous notifier officiellement votre intention de développer une méthode, vous élaborez une méthode, on peut avoir des discussions préalables entre l'administration et vous pour un peu cadrer, expliquer le référentiel, les attendus. Et ce qui est important pour nous, on organise systématiquement un groupe de travail avec des experts de la compensation carbone, de l'économie du climat, des ONG, des associations, avec d'autres administrations, l'ADEME ou de l'académique, donc notamment l'INRA qui est impliqué dans ces travaux, avant de valider la méthode, et cette validation est faite par la DGEC. Slide suivante, pardon. Donc, comme on l'a dit précédemment, si vous voulez avoir plus d'infos sur les méthodes existantes, on a deux autres webinaires, le 6 juillet organisé par la CNPF et le 7 juillet avec Carbone Agri. Vous pouvez aussi directement les contacter si vous avez des questions plus spécifiques de type, par exemple, si vous êtes un propriétaire forestier et que vous voulez déposer une méthode forestière, vous pouvez bien entendu directement vous renseigner auprès des développeurs de méthodes ou auprès des réseaux correspondants. Et là, c'est un peu une information générale. Donc, ça permet de vous montrer où on en est au niveau du développement du label bas carbone. Actuellement, ce qu'on a comme piste de travail qui nous est parvenue au niveau de la DGEC, c'est les méthodes suivantes. Donc, Arvalis et AgroSolutions, dans une démarche un peu de consortium à l'échelle du secteur des grandes cultures, développent une méthode qui va normalement se concentrer sur le stockage de carbone dans les sols agricoles et mettre en avant des pratiques qui peuvent être bénéfiques pour le stockage de carbone, mais également la réduction d'émissions pour les grandes cultures, qui serait, je ne vais pas trop m'avancer, mais un peu un pendant de Carbone Agri pour l'élevage. La méthode ébocagère, donc, qui est en fait une méthode issue d'un projet de territoire carbocage, qui est un peu comme les projets forestiers vocales qui ont été présentés par les Forcy, ont préfiguré ce type de label bas carbone. Donc, c'est porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'est une méthode qui est plutôt bien avancée. On espère pouvoir la publier d'ici la fin de l'année. On a des travaux sur l'agroforesterie. On a une intention de développer une méthode sur la méthanisation par GRDF. Une méthode également sur le développement de vergers, donc arboriculture, les légumineuses. Donc, tout ça, c'est quand même très agricole. On a le développement d'une méthode sur les mangroves qui est financée par le ministère des Outre-mer. Sur le secteur forestier,
une nouvelle méthode qui se rajouterait aux 3 existantes sur la gestion du risque incendie en zone méditerranéenne. On a aussi une autre méthode qui nous a été déposée par une association pour la sylviculture sous couvert continu, donc c'est-à-dire mettre en avant des projets où il n'y a pas de coupe rase sur une surface, mais plutôt la coupe de certains arbres. Nous avons une société qui a déposé une méthode pour mettre en avant le reconditionnement de matériel électronique, donc de smartphones pour être précis. C'est pour l'instant le seul exemple, un des 2 exemples qu'on a d'économie circulaire en termes d'idées de méthode. Nous avons une méthode déposée par une entreprise Sobac qui commercialise des intrants en agriculture organique pour valoriser la réduction des fertilisants et des pesticides dans une exploitation. Donc c'est une méthode qui prendrait un instant T0 et un instant T+5 au bout de 5 ans et de vérifier de combien l'agriculteur a réduit l'utilisation de ces phytosanitaires et de ces fertilisants et de pouvoir valoriser une partie de ces gains de réduction d'émissions. On a également le CSTB, et je suis désolé pour l'acronyme, à chaque fois je me trompe, le Conseil supérieur des techniques du bâtiment, je pense, qui a l'intention de développer une méthode pour valoriser l'utilisation de matériaux bas carbone, mais également la réutilisation de matériaux lors de rénovation, donc dans une logique d'économie circulaire, en générant des réductions d'émissions liées à ce type de travaux. Et nous avons également Climat Local qui nous a déposé une projet de méthode pour valoriser la mise en place de tiers-lieux, donc d'espaces de coworking pour salariés afin de réduire les distances domicile-travail, qui serait une première, en tout cas c'est la seule piste pour l'instant qu'on a de travail dans les domaines du transport. Peut-être quand même pour, en panorama et avant de finir, le focus sur l'agriculture et la forêt s'explique de différentes raisons. Déjà, c'est des secteurs sur lesquels il y a des expériences internationales sur les standards d'émissions qui permettent de pouvoir, par exemple, c'est le cas des mangroves ou des forêts, d'appliquer des logiques et des standards qui existent déjà et de les adapter au contexte français. C'est aussi des secteurs où les leviers de politique publique sur le climat sont quand même moins visibles et moins forts. Souvent, le climat sur ces secteurs-là est une conséquence d'actions par ailleurs prises par l'État pour améliorer d'autres enjeux. Enfin, sur l'agriculture, le climat n'est pas le cœur de la PAC, même s'il y a des outils qui vont dans le bon sens. Et sur les transports et les bâtiments, on est quand même sur un domaine un peu plus spécifique où il y a quand même d'autres outils qui existent déjà. Je pense à la taxe carbone, à différentes fiscalités. On a dans les bâtiments les certificats d'économie d'énergie. Donc, il faut aller au-delà de tout ça pour développer des labels bas carbone dans ces secteurs. Donc, aller à des endroits, notamment par exemple sur le bâtiment. Les C2E travaillent déjà sur une grande partie du sujet. On ira sur les sujets sur lesquels les C2E ne travaillent pas, notamment l'incorporation de matériaux bas carbone ou biosourcés dans les bâtiments. Donc voilà, je crois que j'ai fini la présentation. Si on finit par les contacts, vous pouvez contacter le Bureau des marchés du carbone et plus généralement la DGEC sur le développement des méthodes et nous contacter via une adresse mail générique à laquelle on a accès. Et ouais, j'ai oublié la dernière diaporama. Au-delà de la présentation d'aujourd'hui et des différents webinaires, vous avez la page du label du ministère. Donc, je rappelle que sur la page du label, vous avez l'ensemble des informations. Vous avez une FAQ, donc une foire aux questions pour répondre à différentes questions générales. On a aussi rédigé un guide pédagogique qui est un peu, voilà, qui a vocation d'expliciter tout ça, qui fait presque une centaine de pages, pour avoir l'ensemble des informations à la fois pour monter des méthodes, expliquer le référentiel, expliquer aux porteurs de projets. Et sur la page du label, vous avez quand même pas mal d'informations, le lien avec les différentes méthodes, et vous avez, comme il faut le rappeler, la liste de tous les projets qui sont labellisés, qu'ils soient financés ou non. Ce qui vous permet, si vous êtes intéressé par un projet, de pouvoir vous rapprocher du porteur de projet. Merci. Merci Julien. Du coup, on vous propose de prendre encore un petit quart d'heure d'échange pour répondre à vos questions.
Donc voilà, Sarah va nous faire remonter encore une partie de vos questions et j'en profite. Il y en a certains, je pense, auxquels on n'aura pas le temps de répondre. Donc n'hésitez pas voilà, déjà à nous réfléchir maintenant vos questions du début de la présentation, si jamais elles sont peut-être remontées un petit peu haut dans la liste. Et après, à nous retransmettre vos questions par après, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui. Alors, déjà, je vais commencer par dire qu'il y a des questions qui sont quand même très spécifiques à certaines méthodes. Donc, j'ai vu pas mal de questions passer sur Carbone Agri, les méthodes forestières. Et bah, je vous invite à regarder les webinaires du 6 et du 7 juillet où vous trouverez des réponses un peu plus spécifiques sur les questions, puisque je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de tout traiter là maintenant. Pour revenir sur les méthodes, qui peut développer une méthode, comment est-ce qu'on identifie des leviers, combien de temps ça prend et qui finance le développement d'une méthode? Alors, comme je l'ai dit, n'importe qui peut développer des méthodes. Donc, c'est des entreprises, ça peut être des instituts techniques, ça peut être des associations. C'est complètement ouvert. Après, le ministère ne finance pas le développement des méthodes. Donc, ça prend du temps. L'expérience qu'on a actuellement, c'est quand même une bonne année entre l'intention et la validation des méthodes, voire un peu plus. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que au début, la question est assez simple et le projet paraît assez facile, mais ensuite, il faut écrire les méthodes de calcul, préciser l'ensemble de ces enjeux, prendre en compte les co-bénéfices, prendre en compte la législation existante. Donc tout ça est assez long. De notre côté, on essaie d'apporter l'accompagnement que l'on peut à notre niveau pour orienter les travaux, mais ça prend quand même du temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend des moyens des porteurs de méthodes. Soit ils ont des moyens en interne et ils peuvent développer chez eux des méthodes au sein d'un institut technique, par exemple, ou ils peuvent se faire financer par des entreprises ou des projets européens, comme ça peut être le cas par ailleurs, qui peuvent aider au développement qui peuvent s'appuyer sur des travaux en fait de recherche ou de développement qui ont pu travailler sur ces enjeux pour les retranscrire dans des méthodes. Et justement, est-ce que le risque qu'on puisse laisser un petit peu, qu'il y ait une multitude d'acteurs qui puissent développer des méthodes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de foisonnement des méthodes et comment est-ce qu'on gère un petit peu le potentiel recoupement entre les méthodes au niveau du ministère? Alors oui, c'est vrai que c'est un enjeu qui va commencer à arriver. Au début, on avait que 3 méthodes forestières et du coup, on espérait avoir plus de dynamique. Là, on commence à avoir un foisonnement des méthodes. De plus en plus, on essaye d'articuler les méthodes entre elles. Donc, je prendrai le cas de la méthode Carbone Agri et la méthode Carbocage qui devrait être validée. L'idée est bien de pouvoir s'assurer qu'un agriculteur qui est dans une méthode, si en plus il fait la deuxième méthode sur les haies, on ne compte pas 2 fois la réduction d'émissions. Donc, maintenant, dans chaque méthode, on prévoit des articulations avec les méthodes existantes et on se réserve le droit de revenir sur les méthodes existantes pour préciser l'articulation entre elles. Ensuite, pour l'instant, on est quand même dans une dynamique où les projets sont encore pas non plus si nombreux. On peut avoir des dynamiques locales et territoriales différentes qui s'appuient sur des méthodes différentes. Par exemple, pas tous les éleveurs veulent un diagnostic complet au niveau de leur exploitation et certains peuvent préférer planter des haies. Donc, on reste quand même dans une logique où on essaye de permettre à une plus grande gamme de projets de pouvoir être labellisés plutôt que d'avoir une seule méthode et une seule façon de faire dans un secteur. Et peut-être juste pour compléter là-dessus, ce qui s'est passé sur les méthodes agricoles et qu'on s'apprête aussi à lancer un peu sur les méthodes forestières, c'est que justement avec le ministère, I4C, l'ADEME, etc., on a essayé de mettre un peu en commun justement tous les gens qui avaient témoigné d'une intention de déposer une méthode sur un sujet similaire, notamment là sur la question du carbone dans les sols agricoles par exemple, de manière à essayer d'inciter au maximum les gens à travailler ensemble pour que chacun ait la vision de qui veut développer quoi et si possible que ça déclenche des collaborations et plutôt des méthodes collectives que plein de méthodes individuelles. Donc ça a été fait pour l'agriculture, ça risque d'être fait prochainement sur la forêt. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire part au ministère notamment de votre intention de déposer une méthode, ce qui permet justement après pour nous d'essayer de vous mettre tous en lien et de mutualiser le temps passé, l'expertise, etc. Et après du coup l'efficacité aussi de ne pas avoir 15 méthodes sur un même sujet. Du coup, une autre question, en termes de développement de méthode, est-ce qu'il faut attendre que les données de stockage ou de réduction de carbone soient parfaitement bien définies ou est-ce qu'on peut déposer une méthode en incluant des rabais en supposant qu'il existe quelques imprécisions sur le calcul des réductions d'émissions de CO2 ou de la séquestration?
Tel que le label bas carbone a été conçu, on peut faire comme ça, c'est-à-dire que si on a le but n'est pas d'avoir une donnée précise à l'échelle du canton ou du département sur le fonctionnement de tel type d'écosystème et du cycle de carbone à un endroit précis. Donc, si on a les données sont, enfin, il faut quand même qu'il y ait une certaine précision pour pas que le label bas carbone, enfin, pour qu'on ait une certaine comptabilisation du carbone, mais si les données ne sont pas assez spécifiques au projet, on peut prendre en compte des rabais pour pouvoir développer le projet, quitte à ensuite mettre en place une récolte de données qui permettra d'affiner le calcul par la suite. Merci Julien. Est-ce que l'adaptation au changement climatique est prise en compte dans les méthodes qui sont développées? J'ai envie de dire non directement, dans le sens où le premier point, c'est réduire les émissions. Ensuite, ça peut être un co-bénéfice si c'est identifié par le porteur par la méthode. Donc, je pense que pour la forêt, c'est le cas, mais il faudrait vérifier. Mais ça dépend du développement de la méthode et de comment est pris en compte l'adaptation. Pour la forêt, par merci. exemple, la diversité d'essences va être prise dans l'éco-bénéfice, donc effectivement, ça peut aller dans le sens de l'adaptation. Après, je pense que c'est un processus encore en cours de mieux intégrer cet enjeu-là dans les méthodes, sachant que pour l'instant, aujourd'hui, on n'est pas toujours bien en capacité de déterminer typiquement les impacts futurs du changement climatique sur les forêts, par exemple. Mais c'est pris très partiellement en compte via l'éco-bénéfice. Merci. Une autre question, quel est le rôle finalement du mandataire et de l'intermédiaire? Est-ce qu'on peut expliciter davantage leur rôle? Et est-ce que vous pouvez donner des exemples d'intermédiaires, enfin, ou de mandataires plutôt? Alors, c'est le mandataire ou intermédiaire, ouais, enfin, la frontière peut être parfois un peu floue. C'est vraiment basé sur le volontariat. Hein. Donc, c'est des structures qui se mettent en place de manière volontaire et qui ne sont pas quelque part encadrées par le label bas carbone. Donc là, j'avais cité France Carbone Agri Association, donc qui est mandataire et qui va agréger les projets Carbone Agri à l'échelle nationale. Sachant que les projets passent pas forcément par France Carbone Agri, mais en tout cas, le France Carbone Agri Association joue ce rôle d'agréger les projets qui veulent être agrégés pour faire des économies d'échelle et encore une fois chercher collectivement les financements pour ces projets. De façon opérationnelle, je peux citer eux. Après, on pourrait citer plutôt des intermédiaires en réflexion, avec le cas, par exemple, je ne sais pas si les personnes sont présentes, mais il y a La Rochelle, par exemple, qui réfléchit qui est en train de développer un agrégateur territorial pour mettre spécifiquement en relation donc les porteurs de projets qui sont localisés sur La Rochelle ou autour de La Rochelle et des financeurs du territoire, quoi. Et il y a d'autres exemples qui ne sont pas forcément encore au stade opérationnel, donc je vais peut-être pas tous les lister, mais juste rappeler que c'est vraiment sur une base volontariat, quoi. Il n'y a pas des initiatives qui sont portées par des acteurs locaux ou privés. Peut-être en complément, le mandataire à la base, c'est surtout la possibilité pour le porteur de projet de donner mandat à quelqu'un de déposer le projet à sa place. Ça permet à un propriétaire forestier, par exemple, de mandater quelqu'un qui finalement est plus au fait des enjeux label bas carbone pour faire le travail administratif à la place du porteur de projet. Donc, ce mandataire il peut être mandataire pour un projet individuel, comme il peut être mandataire pour un projet collectif. Et c'est le cas de France Carbone Agri qui est mandataire pour un projet collectif. Donc, pour l'instant, le décret et l'arrêté ne donne cette possibilité-là afin de simplifier les démarches administratives des porteurs de projets. Mais ça permet aussi de développer ce type d'acteurs comme France Carbone Agri. Merci. Alors là, on revient sur des questions plutôt axées sur le financement. Comment est fixé le prix de la tonne de CO2? Est-ce qu'on a une estimation du prix de la tonne de CO2 générée par les premiers projets label bas carbone? Et de façon plus générale, est-ce que le label est éligible au mécénat et est-ce qu'on doit appliquer la TVA sur le prix de la tonne? Du coup, je peux peut-être répondre sur la partie sur le prix de la tonne. Le prix de la tonne, il est vraiment fixé de gré à gré, c'est-à-dire qu'il va être le résultat d'une négociation, enfin d'une discussion entre un porteur de projet et un financeur.
Donc, souvent, on voit en tout cas, par exemple, pour les projets forestiers, il va être assez lié au coût d'abattement, c'est-à-dire au coût du projet, en fait, au coût de mise en œuvre des travaux forestiers, auxquels on peut rajouter les coûts de certification, les coûts de protection gibier. J'ai vu qu'il y avait une question aussi là-dessus tout à l'heure. Donc, on va calculer les coûts du projet et ça peut servir de base pour la discussion avec un financeur pour fixer le prix de la tonne. C'est la méthode la plus classique pour fixer le prix de la tonne, toujours de gré à gré, mais sur la base des coûts du projet. On peut avoir aussi, comme c'est plus le cas côté agriculture, un prix forfaitaire qui est fixé typiquement par le mandataire ou par l'intermédiaire en amont, de dire la tonne, elle sera vendue à 30 euros. Par exemple, là en l'occurrence, je crois que c'est 30 ou 40 euros, je ne sais plus exactement pour les projets agricoles. Et ce prix est fixe parce que l'intermédiaire a jugé que c'était la meilleure manière de répartir après le revenu, enfin en tout cas d'assurer un revenu pertinent pour les porteurs de projets. Donc il n'y a pas de règle spécifique pour définir le prix de la tonne. C'est quand même très souvent lié quand même au coût du projet. Pardon, j'ai oublié la suite de la question. La suite des questions, c'était est-ce que c'est éligible au mécénat et est-ce qu'on doit prendre en compte la TVA? Sur le mécénat, je laisserai peut-être Julien compléter, mais a priori, il n'y a pas de défiscalisation possible dans le cadre du label bas carbone. Donc, c'est éligible au mécénat. On pourrait flécher un financement type mécénat vers des projets labels, mais sans défiscalisation. Du coup, je ne sais pas si ça s'apparente plus à du mécénat, du sponsoring. Enfin, ça faudrait creuser un petit peu plus. Et a priori, par défaut, oui, on applique la TVA parce qu'on considère que c'est un financement de projet. Donc voilà, ça c'est des questions qui ont pas mal été discutées. Je pense que pour l'instant, c'est ça les règles. Après, peut-être qu'à terme, elles évolueront. Ça, je ne m'avancerai pas trop. Oui, c'est un peu, on considère que c'est un service rendu d'une certaine façon, donc on applique la TVA. Et normalement, le label bas carbone, le financement de label bas carbone n'est pas du mécénat. Après, sur un projet en question, on peut avoir du mécénat qui peut être articulé avec un financement de label bas carbone. Mais c'est encore des questions qu'on doit creuser. Donc, je n'ai pas une réponse définitive sur ce point. Et peut-être pour revenir sur le prix du carbone, c'est aussi la qualité du projet et l'éco-bénéfices qui vont avec, parce que c'est pas la même chose de faire du carbone pour du carbone que de vendre un projet à un endroit avec tel co-bénéfice, avec tel avantage au-delà du carbone. Donc du coup derrière, le prix peut aussi être beaucoup plus haut parce que on a un enjeu de communication du financeur. Donc tout l'intérêt pour nous en fait d'avoir ce gré à gré, ça évite d'une certaine façon d'avoir un prix qui est fixé par une offre-demande et qui pourrait être désavantageuse par rapport à des projets qui coûtent plus cher mais qui ont un avantage plus important pour l'environnement et qui peuvent répondre aux besoins d'un financeur. Et du coup, j'ai oublié la partie que j'avais oubliée, c'était sur les fourchettes de prix. Bon, après, comme vous l'aurez compris, c'est très variable, mais je pense qu'on peut dire que les projets actuellement, c'est peut-être entre 20 et 40, 50 euros, je pense, pas dire de bêtises. La moyenne des prix se situe un petit peu dans cette fourchette-là. Donc, on est très loin des prix internationaux qui sont très bas. Et voilà, on est, je pense, entre 20, 40, 50 euros. Merci beaucoup. Peut-être encore une dernière question, mais ça va servir à tout le monde. Combien de tonnes de CO2 est-ce qu'on estime que le label bas carbone va générer avec les projets qui sont labellisés et où est-ce qu'on peut trouver des informations relatives au projet? Sur le site du ministère, vous avez l'ensemble des projets, donc vous pouvez semer l'ensemble des projets. Je vais dire peut-être des conneries, mais je crois qu'on est autour de 25 000 tonnes pour les projets forestiers déjà labellisés. Donc, on a eu un an de label bas carbone qui fonctionne, enfin, il fonctionne réellement depuis un an. Donc, on est à 25 000 tonnes sur une vingtaine de projets. On aura un projet de Carbone Agri qui estime aux environs de 70 000 tonnes sur le projet collectif. Donc, moi, je fais une somme assez frustre, mais pour l'instant, on a un peu un potentiel sur des projets qui sont labellisés ou en cours de labellisation d'autour de 100 000 tonnes. Ce qui donne un peu un rythme qu'on pourrait avoir, enfin, si on accélère, on pourrait avoir plusieurs centaines de milliers de tonnes par an générées par le label assez rapidement d'une certaine façon. Notamment si on développe plus de projets et qu'on développe plus de méthodes et qu'on change d'échelle en termes de développement du label. Donc c'est un peu quand même la grande question pour l'instant qui est liée au développement des méthodes et ensuite à leur développement sur le terrain.
Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 15h30. Oui, bah merci à tous. Alors pour information, vous avez été plus de 300 à suivre ce premier webinaire. Je sais qu'on a répondu à très très peu de questions par rapport à tout ce qui a été posé. Je pense qu'on va y répondre progressivement dans les webinaires à venir. Donc pour rappel, jeudi, c'est le webinaire dédié aux porteurs de projets. Donc vraiment, si vous posez la question de comment monter un projet sur le terrain, il faut venir jeudi. Lundi, sur plutôt du point de vue financeur, donc les entreprises notamment qui se posent des questions sur comment financer les projets, donc les réponses seront apportées lundi. Et ensuite, comme on a dit, les webinaires spécifiques aux méthodes qui ont déjà été validées côté forêt et la méthode Carbone Agri la première semaine de juillet. Et puis je pense qu'on va de toute façon nous faire le tri aussi de toutes vos questions et trouver une façon d'y répondre, même si c'est pas dans le cadre de ces webinaires-là. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et qu'on a déjà apporté un certain nombre d'informations. Et puis on vous dit à jeudi. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci et à les tous. liens sont sur le site d'i4C si on ne vous les a pas mis sur le slide pour vous inscrire au webinaire. Merci à tous et à jeudi. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Il y a 50 participants qui ne veulent pas partir.